Quels sont les vrais dangers qui menacent l'égalité homme-femme? Alors, les dangers qui menacent l'égalité homme-femme sont multiples, évidemment. On ne peut pas dire qu'il y a un seul danger qui les menace. Le plus souvent, ce qu'on met en avant, ce sont des facteurs d'ordre idéal, qui sont liés aux idées, aux idéologies. Les idéologies réactionnaires, le retour des conservatismes, qui sont des dangers réels, les facteurs religieux aussi. Moi, ce qui m'intéresse davantage, ce sont des facteurs d'ordre matériel, c'est-à-dire plus précisément la dégradation des conditions matérielles de vie dans nos sociétés, la dégradation de cette infrastructure matérielle qui nous entoure, que nous prenons pour donnée, mais sur laquelle en fait repose tout un ensemble de possibilités d'action pour les femmes qui rendent leurs droits réels et qui, d'après moi, expliquent aussi qu'on en soit arrivé à cette situation d'égalité très supérieure à ce qu'on a connu dans les siècles passés. Et en fait, c'est l'évolution de ces conditions matérielles qui ont permis cette émancipation homme-femme. En tout cas, c'est la thèse que tu développes dans ton ouvrage Féminécène. Je propose qu'on commence par là. On va dérouler le fil logique que tu cites dans ton livre, qui est hyper logique. Pourquoi est-ce que les femmes ont, en tout lieu et en tout temps, été dominées ? Alors c'est vrai, tu as raison de le remarquer, le livre, c'est vrai qu'il est construit un peu comme un syllogisme, en tout cas comme un raisonnement qui part d'un point A pour arriver à un point B, où il y a une partie historique et ensuite une partie prospective qui s'intéresse au futur, mais la partie prospective est incompréhensible sans la partie historique. Donc effectivement, pour expliquer pourquoi je pense que la dégradation de la structure matérielle de nos sociétés peut affecter l'État, le statut des femmes, l'état de leurs droits, il faut revenir sur ce qui leur a permis, en premier lieu, d'arriver là où nous en sommes. Alors pourquoi est-ce que, entre les hommes et les femmes, il a toujours existé dans l'ensemble des sociétés documentées un certain déséquilibre ? Alors, déséquilibre plus ou moins fort. On peut parler, alors il y a des gens qui utilisent des termes plus ou moins adéquats pour qualifier cette dissymétrie. Souvent, on parle de patriarcat. Il y en a qui n'aiment pas du tout ce terme parce qu'il ravale tout à une situation un peu unique. On pourrait d'ailleurs dire patriarcat complet, patriarcat partiel, ce ne serait pas gênant. Le fait est que dans l'ensemble des sociétés documentées, il y a eu un degré ou un autre de dissymétrie dans les statuts entre les hommes et les femmes, parfois très prononcée, vraiment des situations de grande oppression. Dans certaines sociétés, par exemple, avec des structures familiales très claniques, très communautaires, avec vraiment les femmes réduites à un statut quasiment d'objet, avec des échanges de femmes entre clans, etc., et pas du tout de possibilité de s'exprimer dans l'espace public, en fort confinement dans l'espace domestique. Puis des situations beaucoup moins inégalitaires, où les femmes avaient beaucoup plus de possibilités de s'exprimer, de participer à la vie sociale, à la vie économique. Mais c'est vrai qu'on ne connaît pas d'exemples de sociétés réellement égalitaires, y compris au même niveau que la nôtre. Parce que ça, c'est un autre débat. Est-ce que notre société est entièrement égalitaire ? C'est délicat. Il y a des domaines dans lesquels oui, dans d'autres, peut-être pas entièrement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le degré maximal d'égalité qu'on ait atteint dans l'histoire. Alors, pour comprendre pourquoi ces dissymétries, alors il y a eu beaucoup de débats, évidemment, sur cette question. Mais si on remonte très, très loin, au tout début de l'histoire humaine, aux premières sociétés, aux sociétés primitives, ce qui fait consensus chez les anthropologues, c'est que ces dissymétries, ce que Françoise Héritier appelle la valence différentielle entre les sexes, où le sexe masculin est toujours affecté d'une valeur supérieure au sexe féminin, elle est très liée à la division sexuelle du travail, qui a caractérisé ces premières sociétés d'une façon là aussi universelle. C'est un vrai invariant anthropologique. Un variant anthropologique dont il ne faudrait pas faire la caricature. Ça ne veut pas dire que les hommes faisaient toujours telle sorte d'activité et les femmes toujours telle autre, ou qu'ils étaient mutuellement exclus des activités de l'autre sexe. C'était plutôt des règles sociales, des règles fortes qui définissaient ce qui était normal dans ces sociétés. Après, quand on lit les anthropologues, on peut très bien rencontrer des contre-exemples, des situations plus ou moins limites, etc. Mais vraiment, la tendance très très lourde, statistiquement parlant, dans les sociétés primitives qui sont documentées, qui sont consignées dans des bases de données, notamment le fameux atlas ethnographique de Murdoch, c'est d'avoir une division du travail qui repose en premier lieu sur l'affectation des hommes à la chasse et aux activités de chasse et de guerre, puis aussi de construction, de travaux de force, et des femmes à d'autres activités davantage liées déjà au fonctionnement du foyer et à la cueillette, qui implique des déplacements moins longs.
Et quand on réfléchit à cette répartition, il est vrai que c'est une répartition très logique du point de vue tout à fait rationnel d'organisation des ressources du groupe dans une situation de contrainte. Ce sont des sociétés qui vivent tout à fait en dehors de cette infrastructure technologique, matérielle qui nous entoure aujourd'hui, sur laquelle on va revenir plus tard, qui n'existait justement pas à cette époque, ni pendant très longtemps dans l'histoire humaine. Et dans une situation de grand dénuement, finalement, des groupes humains qui avaient très peu d'outils à leur disposition et dont la principale force de travail était la force de leurs bras, de leurs organismes, eh bien, cette répartition du travail avait tout son sens. La première nécessité de tout groupe était de se reproduire, et le groupe se reproduit dans le corps des femmes. Donc, nous sommes une espèce sexuée. Désolée, jusqu'à preuve du contraire. C'est dans le corps des femmes que se fait la reproduction de notre espèce, et cette reproduction accapare un temps très considérable, à la fois sur une journée, quand il faut s'occuper des enfants petits et grands, non seulement des nouveau-nés, mais aussi des enfants un peu plus grands, pour la lactation, la nourriture, etc., que sur une vie, c'est-à-dire le temps biographique, qui est entrecoupé périodiquement par des grossesses. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, on estime que, en gros, les paléodémographes estiment que l'intervalle entre deux grossesses était d'ordre de 4 ans, avec un allaitement très prolongé, parce qu'à cette époque, les steaks n'existaient pas sous forme hachée, et les bouillies non plus. Donc, en l'absence de lait maternel, il y avait très peu de chances de survie. Et donc, qui dit grossesse, c'est-à-dire diminution de mobilité et de force physique subséquente, qui dit allaitement, donc petits-enfants qu'il faut trimballer avec soi, dit complexité des grands déplacements, complexité des tâches qui impliquent une dépense énergétique forte sur une durée longue, comme c'est le cas pour la chasse au gros gibier, qui implique des déplacements loin du camp, 3 jours, 4 jours, et qui évidemment sont impraticables ou très difficilement praticables par une femme qui a des enfants, une femme qui est enceinte. Donc c'est une répartition du travail qui apparaît logique du point de vue de l'efficacité économique du groupe. Et puis c'est aussi une répartition du travail qui probablement a quelque chose à voir avec le différentiel de risques qui sont pris par les hommes et les femmes, parce que la femme qui est la reproductrice, la perte d'une femme est beaucoup plus problématique pour un groupe qui doit survivre que la perte d'un homme du point de vue de la reproduction. Mais ça, c'est un peu une question que j'aborde moins dans mon livre. Voilà, et ensuite, cette situation perdure, voire elle s'aggrave au fil de l'histoire. Il me semble que cette idée, aujourd'hui, qui circule beaucoup, comme quoi, justement, cette répartition sexuelle du travail n'aurait pas vraiment existé au Paléolithique, que les femmes auraient été beaucoup plus égales aux hommes à cette époque. Alors, elle est partiellement fausse, mais elle a un peu de vrai en elle. C'est-à-dire qu'au moment de la sédentarisation, du passage à des sociétés agraires de la période du néolithique, c'est vrai qu'il y a une aggravation de cette contrainte parce que les femmes commencent à faire encore plus d'enfants. L'intervalle entre les grossesses se réduit, ce qui fait que cette immobilisation, cette pesanteur liée à la tâche reproductive, elle s'aggrave encore plus et confine encore davantage les femmes à l'espace domestique. Parce que la mortalité infantile augmente à ce moment-là. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment de la sédentarisation, nous rencontrons les bêtes qui sont domestiquées, et la rencontre avec les bêtes, alors c'est nos amis les bêtes, mais c'est aussi nos amis les bactéries et nos amis les zoonoses qui nous poursuivent depuis, comme un fléau. Le Covid a été probablement une zoonose, mais en fait, beaucoup de maladies infectieuses, la plupart des maladies infectieuses qui ont affecté le genre humain sont des zoonoses. Et on a fait leur connaissance au moment de la domestication du bétail, parce qu'en plus, le bétail vraiment vivait très, très, très près des êtres humains. Et puis, l'augmentation de la densité aussi, ce qui fait que les virus circulent plus, bien entendu. L'insalubrité, avec tout ce que implique la condensation des êtres humains sur une petite surface, avec l'eau qui est contaminée, avec les latrines qui sont à côté. Donc tout un tas de bactéries et de virus qui prolifèrent. Et cette augmentation de la mortalité infantile, qui devient très élevée, beaucoup plus élevée probablement qu'à l'époque du Paléolithique, eh bien, elle a pour conséquence la nécessité de faire plus d'enfants. Donc il y a un facteur naturel, c'est-à-dire la sédentarisation qui fait que la balance énergétique des mères change, elles mangent plus de céréales, elles bougent moins, il y a moins de nomadisme, donc la dépense énergétique se réduit. Donc la période d'aménorrhée après l'accouchement se réduit.
Et en plus, il y a des céréales, on peut faire des bouillies, donc on peut allaiter moins longtemps. Enfin bref, il y a tout un ensemble de facteurs qui concourent au rapprochement des naissances, qui sont d'ailleurs demandés, parce que c'est une période où on a besoin de bras. Donc c'est ce qui aussi profite à la croissance de la population à ce moment-là. Mais les enfants se mettent à mourir beaucoup, et continuent à mourir tout au long de l'histoire de l'humanité, avec des variations saisonnières, des variations régionales, bien évidemment. Mais grosso modo, jusqu'à la fin du 19e siècle, un enfant sur 2 n'atteint pas l'âge adulte. C'est-à-dire que sur une vie, une femme devait produire, pour que le groupe se reproduise, une certaine quantité d'enfants. La femme statistique, je veux dire, pas chaque individu. Oui. Il devait avoir des situations très différentes, mais statistiquement parlant, au niveau de l'ensemble du groupe, on ne pouvait pas faire peu d'enfants. Et qui dit beaucoup d'enfants dit aussi réduction des autres possibilités, notamment à cette époque, encore une fois, dépourvues des facilités qu'on connaît aujourd'hui. Et ce que j'aime bien donc ça, c'est toute la dimension strictement matérielle qui a dans laquelle la situation dans laquelle les femmes se sont retrouvées, contraintes de faire beaucoup d'enfants et donc dépourvues de force physique, ce qui était le critère déterminant de l'utilité sociale. Force physique et mobilité. Force physique et mobilité. Et temps aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que tu rappelles qu'on est des animaux rationalisants a posteriori. Et donc, du déficit de force physique, les hommes, quasiment en tout lieu, en ont déduit une infériorité en toute chose des femmes. Oui, effectivement, c'est-à-dire que s'intéresser aux facteurs matériels, ça ne veut pas dire négliger les facteurs idéologiques ou dire que ça n'existe pas ou que les idées n'ont pas de force ou qu'au départ, vraiment, il n'y a que du matériel et puis après, il y a de l'idéologie qui se greffe par-dessus. Je pense qu'elle se greffe immédiatement parce que l'être humain, dès qu'il devient être humain, en fait, il devient être humain parce qu'il se met à raisonner. C'est un peu le critère, en fait, d'humanité, si l'on peut dire. Donc cette rationalisation, oui, elle est probablement très ancienne, en tout cas de ce qu'on peut en apercevoir, notamment à travers les mythes. Dans l'histoire des mythes, il y a des livres absolument passionnants qui ont été récemment écrits sur le sujet. Je ne sais pas si tu connais Julien Duy et Loïc Lequelec. Non, mais c'est absolument passionnant, donc, sur l'histoire des mythes, qui montrent que les premiers mythes sur... des mythes misogynes, si l'on peut dire, qui parlent d'un règne des femmes qui est renversé pour le plus grand bonheur du groupe, heureusement qu'il est renversé. Ce sont des mythes très très anciens, c'est-à-dire ils sont probablement circulés dès avant la sortie de notre espèce de l'Afrique. Qui se sont ensuite dispersés. Donc bien avant l'agriculture, bien avant l'agriculture. Bien avant l'agriculture et bien avant énormément de choses. Okay. Ce qui montre que c'est vraiment une situation probablement très ancienne. Et cette rationalisation est très ancienne aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on observe cette répartition des tâches qui correspond à ce que les gens peuvent ou ne peuvent pas faire, étant donné les conditions matérielles dans lesquelles ils vivent, il faut la rationaliser, il faut expliquer ça. Oui, mais pourquoi est-ce que je suis obligée... Attends, je vais t'expliquer. Il y a très très longtemps, n'est-ce pas, les femmes gouvernaient, mais alors, c'était le bordel. C'était vraiment horrible. Heureusement qu'ensuite, nous avons changé les choses et maintenant, tout va bien. Des mythes sociogoniques qui expliquent comment l'ordre social est advenu et pourquoi il est bon. Donc c'est probablement quelque chose qui accompagne ces contraintes matérielles dès le départ. Et comme tu dis, effectivement, de proche en proche, très probablement, parce qu'on n'a pas vraiment de preuves, mais tout se passe comme si les contraintes matérielles objectives donnaient lieu ensuite à des tabous qui sont partiellement irrationnels ou absurdes, donc qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi la femme ne pourrait pas allumer le feu? Il n'y a pas vraiment de raison, ce n'est pas lié à pourquoi la femme ne pourrait pas faire toute une série de choses qui ne sont pas explicables par les seules contraintes matérielles, mais qui probablement viennent de cette dévalorisation qui échoit à un groupe d'êtres humains, les femmes, qui sont confinés à un type très particulier d'activités, qui sont liées à la production et à l'élevage d'enfants, et qui les enferment dans ce que Simone de Beauvoir appelait l'immanence, c'est-à-dire la reproduction de la vie à l'identique. On reproduit les êtres humains, on les élève, on les nourrit, etc. C'est les mêmes gestes, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-arrière a fait les mêmes gestes, etc. Alors que les hommes, parce que plus libres de leur temps et de leur mouvement, ont une action, ce qu'elle appelle plus transcendante. Disons qu'ils sortent
du lieu où ils sont, ils vont explorer l'extérieur, ils essayent d'inventer de nouveaux outils, ils essayent de rencontrer des populations différentes, ils ont davantage de latitude dans les possibilités d'action. Et donc, alors ça c'est son idée et que je trouve assez sensée en fait, c'est-à-dire que probablement cette plus grande liberté des hommes a donné lieu à une valorisation, parce que c'est vrai que la liberté créative, y compris créative, c'est quelque chose qui est très ancré dans le genre humain, du point de vue des aspirations. À quoi on aspire ? Est-ce qu'on aspire à juste reproduire le même, ou est-ce qu'on aspire à aller au-delà Bon, en tout cas, c'est un peu une interprétation philosophique de la chose, mais très probablement, cette répartition a joué dans la constitution de cette idéologie qui transforme, comme je le dis dans le livre, ce qui est en ce qui doit être. Puisque c'est comme ça, c'est que c'est bon et bien. Et donc continuons et surtout ne varions pas. Et ensuite, oui, l'idéologie, elle a aussi une force propre, qui même dans des situations où ce ne serait pas justifié, empêche de sortir du cadre qui est fixé. Voilà, donc une idéologie qui n'est pas détachée des contraintes naturelles, biologiques, matérielles, mais qui n'est pas non plus réductible entièrement à et qui la masque peut-être. Et qui la masque, et qui exerce aussi une coercition. C'est peut-être pour propre. ça que quand les conditions matérielles, on va y revenir, et ont changé, ce qui a permis l'émancipation des femmes, on n'a pas compris tout de suite que c'était ça qui avait changé. Ou alors on a tout de suite raconté de nouveaux mythes. Absolument, oui. On comprend rarement ce qui arrive. Ouais. Mais heureusement que du coup, il y a des livres qui sont là pour nous le rappeler. Et je trouve le portrait assez complet des causes qui ont créé cet invariant anthropologique de la domination des femmes partout dans le monde et dans toute l'histoire, ce qui est quand même, comme statistique, assez impressionnant. Et alors, qu'est-ce qui a permis l'émancipation soudaine, compte tenu de l'histoire longue qui a précédé? Oui, soudaine, tu as raison de dire soudaine. Alors, c'est parfois un terme que les gens trouvent inapproprié ou choquant, donc j'essaie d'expliquer toujours à quoi je pense quand je parle d'une transformation soudaine. Elle n'est évidemment pas soudaine pour les gens qui la vivent. À l'échelle biographique, à l'échelle d'une vie, bien entendu, une femme née au début du 19e siècle et qui vit beaucoup de changements, ou disons au milieu du 19e siècle, qui vit des changements jusqu'au premier quart du 20e siècle, ou une femme née à la fin du 19e siècle et qui vit jusqu'au droit de vote en France et jusqu'à l'octroi du chéquier, etc., voire jusqu'aux lois de parité. Évidemment, pour elle, ce n'est pas du tout soudain, c'est toute une vie, donc c'est très long et c'est très frustrant. D'ailleurs, les femmes qui se sont battues pour l'avènement de ces droits, des droits civiques, des droits civils. Elles ont souvent eu des destins tragiques, des destins compliqués, parce qu'elles étaient incomprises, elles étaient mal vues, Donc, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne veux pas dire qu'à l'échelle d'une vie humaine, c'est soudain. C'est soudain si on élargit la focale, si on s'éloigne un peu et qu'on regarde l'histoire longue. Oui, à l'échelle d'une histoire longue, c'est très rapide, c'est très soudain. C'est-à-dire qu'en quelques décennies, en 150 ans, on va dire, il y a renversement de quelque chose qui s'apparente réellement à un invariant anthropologique, à quelque chose qui a accompagné les sociétés humaines dans toute leur diversité, d'une manière ou d'une autre, depuis toujours. Il y a très peu d'invariants de ce type, en fait. Il y en a, c'est pas le seul, mais il y a aussi beaucoup de choses qui changent. Même les modes de domination changent, les groupes qui sont dominants changent, les modes d'organisation changent, les religions changent. Mais la dissymétrie entre les hommes et les femmes a toujours perduré dans tous ces contextes. Et puis tout à coup, alors elle disparaît pas, mais les choses commencent à changer, et à changer de façon durable, assez irréversible. Il y a des périodes de reflux, mais ça n'arrête pas la tendance longue. Et puis de façon générale, dans tout un ensemble de pays, dans tout l'ensemble des pays occidentaux, on va dire, européens, États-Unis, et ensuite de proche en proche dans d'autres parties du monde. Donc c'est vraiment un phénomène massif qui a l'air d'être structurel, en fait. Voilà, ça a l'air d'être un processus structurel. Alors qu'est-ce qui change ? Je relis, dans ma quête des facteurs matériels, je relis ce point de bascule, là où tout change. Parce que ce qui est drôle, c'est que, voilà, comme souvent quand on s'intéresse à l'histoire des femmes et à l'émancipation des femmes, on s'intéresse aux facteurs idéaux. Pour le changement aussi, on cherche évidemment ces facteurs-là. Donc leur
leur statut dominé précédent est tout entier attribué à la force de l'idéologie, qui n'est pas absente dans, dans mon analyse, mais qui n'a pas la même place. Et ensuite, le changement également, on l'attribue à la force des idées. Et on situe souvent le point de bascule à la Révolution française, enfin, le siècle des Lumières, la Révolution, la diffusion, le bouillonnement d'idées qui accompagnent ces changements, qui ont existé, bien entendu, et qui ont joué aussi. Mais un peu, comment dire, je pense, avec toute la modestie requise, n'est-ce pas, comme Karl Marx, qu'une société ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. C'est-à-dire que quand des problèmes commencent à être formulés d'une façon aiguë, d'une façon consciente, c'est parce que soit les moyens pour les résoudre existent déjà, soit ils sont sur le point d'advenir. Okay. D'accord ? C'est peut-être pas entièrement là, mais c'est en germe. On va y arriver. Bon. Et c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que oui, il y a la Révolution française, il y a les idées progressistes, etc. Mais c'est aussi un moment de grands changements matériels. Grand changement pour comprendre l'ampleur de ces changements, qui est réellement révolutionnaire. Pour le coup, c'est le terme approprié. On peut regarder des graphiques. Il y a parfois des graphiques très parlants, très visuels. J'aurais dû en mettre un dans mon livre, mais je ne l'ai pas fait. Je le ferai si jamais je le réédite. Quand on regarde des courbes sur le temps long, alors j'ai mis des petits, mais alors il faudrait en faire une grosse. La courbe de la population, la courbe de la richesse produite, de la valeur produite totale, la courbe de la richesse par habitant, si on divise l'un par l'autre, la courbe du recours à des tas de matériaux, d'utilisation des matières premières. En fait, pendant très longtemps, l'ensemble de ces courbes sont presque horizontales. Okay. Elles sont au ras des pâquerettes. Elles rasent le sol. Et il y a une augmentation, mais elle est très lente. Ça monte un peu, ça descend un peu, ça remonte un peu. Globalement, il y a de la croissance, mais alors, c'est vraiment à 2 à l'heure. Il y a même des moments où l'humanité est passée assez près de l'extinction dans son histoire. Et puis, tout à coup, ça change. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ces courbes se cassent. Il y a une cassure et tout part vers le haut, dans une espèce de fonction exponentielle. Tout part vers le haut. La population, la richesse produite, le PIB par habitant, l'utilisation des matières premières, et tout ça, c'est tracté par une courbe principale. C'est la courbe du recours à l'énergie. Le recours à l'énergie explose au moment d'une autre révolution, pas la Révolution française, mais on n'est pas loin du tout, la révolution industrielle et ses conséquences. Les décennies qui suivent la révolution industrielle voient le volume d'énergie consommée par habitant exploser, et derrière lui, l'efficacité, le rendement du travail, qui nous permet de transformer notre monde matériel de fond en comble. J'aime bien la formule qu'utilise Jean-Marc Jancovici, je la place à chaque fois, mais c'est parce qu'elle est vraiment très, 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 très parlante, là aussi, très visuelle. L'expression d'esclave énergétique. Voilà, les machines qui marchent à l'énergie, énergie fossile, charbon d'abord, pétrole ensuite, puis d'autres types d'énergie par le XXe siècle, bien sûr. Les machines commencent à faire tout un tas de choses à notre place, avec une énergie décuplée par rapport à ce que peut faire un être humain. À remplacer nos jambes et nos bras. À remplacer nos jambes et nos bras, et à remplacer les jambes et des bras d'autres gens. C'est-à-dire qu'on emmagasine dans ces machines qui travaillent pour nous, grâce à l'énergie, du travail humain indirect. Donc ces machines, ce travail mécanique qui n'est pas juste direct, c'est pas parce qu'une machine travaille pour moi. Pour produire tout ce qui se trouve dans cette pièce, des tas de machines ont travaillé à des tas d'endroits du globe, et des tas d'autres machines ont amené ces choses ensemble pour qu'elles puissent prendre forme dans cet avatar que nous observons ici. Ce travail a emmagasiné beaucoup, ces machines, ces mécanismes, ce travail mécanique emmagasine, on peut dire, la force de nombreux esclaves qui travaillent aujourd'hui pour nous. Alors, ils calculent à combien d'esclaves équivaut la somme de travail mécanique qui est effectuée pour chacun de nous dans les sociétés avancées. Et il y a des calculs différents qui divergent, etc. Mais bon, on en est à plusieurs centaines d'esclaves par personne. Donc nous sommes un peu au niveau des pharaons. Voilà, chacun d'entre nous, c'est ce qu'il faut comprendre, y compris des gens modestes qui eux aussi ont l'électricité par un simple appui, qui ont aussi l'eau courante quand ils tournent le robinet, ce qui ne va pas du tout de soi dans les siècles précédents. Donc c'est un changement majeur qui, alors il affecte tout le monde, il change profondément la vie quotidienne des hommes, des femmes, des enfants et même des bêtes. Mais pour les femmes, ça a une signification particulière parce que par rapport aux hommes, elles étaient soumises
auparavant à une série de contraintes supplémentaires dont nous avons parlé. C'est-à-dire que pour nous tous, ça allège les contraintes naturelles. Le froid, la chaleur, la faim, la soif, la maladie, exactement, même la gravité. Tout ça est allégé grâce à ce travail mécanique. Les femmes, par rapport aux hommes, étaient soumises à cette contrainte supplémentaire que représente la procréation et tout l'ensemble des conséquences qu'elle importe. Et pour elles, ces changements-là sont très signifiants du point de vue du temps que ça dégage dans leur vie. Et le temps me semble en fait réellement capital, parce qu'on peut bien sûr parler de la force qui est complètement dévaluée avec notre entrée dans l'ère des machines, n'est-ce pas ? Il y avait ce différentiel de force, de puissance physique, etc., qui pouvait avoir une importance dans un monde pré-industriel et qui perd globalement toute importance sociale dans le monde dans lequel nous habitons. Dans le monde où nous habitons, nous n'avons jamais l'occasion de vérifier le différentiel de puissance physique que peut développer une femme et un homme, sauf si on fait du sport. Mais sinon, normalement, dans des conditions favorables, saines, nous n'en avons pas l'occasion. Pour prendre le métro, etc., n'est-ce pas, taper à l'ordinateur, ou même effectuer des travaux. Dans un monde citadin, parce que peut-être à la campagne... Dans un monde citadin, mais nous sommes une société citadine. Oui, massivement citadine. Donc, statistiquement, nous n'avons pas trop cette occasion. Bien sûr, à la campagne plus que un tout petit peu qu'en plus, ville, parce qu'ils ont des tracteurs. Voilà, mais pas non plus exactement de la même façon qu'en ville. Mais un petit peu plus qu'en ville. Mais en ville, pas du tout. Donc ça joue. Mais... ce n'est même pas le facteur premier. Le facteur premier, à mon sens, c'est le temps que ça dégage dans la vie des femmes. Pourquoi ça dégage du temps ? La première chose, ce sont toutes les transformations matérielles du foyer qui externalisent, y compris dans le travail des machines, toute une série de tâches qui auparavant étaient effectuées dans chaque ménage, dans les foyers et principalement par les femmes. Alors, pas que par les femmes, dans le foyer, il y avait aussi bien sûr des hommes qui effectuaient toute une série de tâches, mais parce que les femmes s'occupaient aussi d'enfants, qu'elles avaient en abondance, une plus grande part des tâches liées au maintien du foyer leur revenaient. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Et ces tâches, il faut se les représenter dans une journée. Faire de la lumière, faire du feu, cuire quelque chose, se chauffer, fabriquer un vêtement, parce qu'il n'y avait pas non plus toute cette logistique complexe qui nous permettait d'avoir c'était du 18h sur 24. Exactement, c'est du 18h sur 24. Et tout un ensemble de ces tâches sont évacuées progressivement grâce à la technologisation de notre quotidien. Et quand je dis technologisation de notre quotidien, je ne pense pas du tout, ou pas du tout principalement, au robot Moulinex. Parce qu'il y a cette célèbre publicité, Moulinex libère la femme. Alors c'est drôle, on peut dire Moulinex libère la femme pour résumer mon livre d'une manière humoristique. Mais ce n'est pas du tout au Moulinex que je pense, parce que je ne sais pas à qui Moulinex économise du temps, mais certainement pas à moi. Je n'ai jamais su m'en servir et je trouve que c'est plus long à laver que... Enfin bon, c'est une question annexe. C'est pas Moulinex, c'est même pas forcément l'aspirateur, mais c'est par exemple le frigo qui permet de conserver des aliments frais sans avoir à chaque fois d'aller se servir au marché. C'est l'électricité qui nous permet d'économiser un temps absolument formidable dans la préparation des aliments, dans le chauffage, dans l'éclairage. Et c'est l'eau courante. La présence de l'eau courante, quand l'arrivée de l'eau courante dans les immeubles à la fin du 19e siècle, ça a été une révolution du point de vue du temps aussi. D'ailleurs, quand on voit des images en Afrique de gens qui vont chercher de l'eau, exactement. Le temps que ça représente. Des femmes. Voilà, systématiquement des femmes et qui vont très loin et qui avoir de l'eau, c'est toute une affaire. Donc voilà, et en fait, pour se représenter ce gain de temps, il faut vraiment imaginer le tableau d'ensemble. Pas uniquement la cuisine ou le foyer en tant que tel, mais l'ensemble de l'infrastructure autour qui fait d'infrastructures matérielles, faites de machines, de choses qui se déplacent dans l'espace avec une répartition non plus sexuelle mais sociale du travail, et qui fait que le soir, on peut passer par un supermarché qui est juste à côté de chez nous et attraper des aliments qui nous manquaient pour arriver à la maison, en quelques clics et appuis sur des boutons, préparer un repas pour la maisonnée en un temps raisonnable. C'est-à-dire que la spécialisation des femmes dans les tâches domestiques devient obsolète, progressivement. Pas tout à coup, mais progressivement, elle devient plus ou moins obsolète. Alors, bien sûr, les femmes
continuent à effectuer une plus grande part des tâches ménagères, c'est un fait. Mais disons que les tâches ménagères qu'elles effectuent aujourd'hui sont visiblement compatibles avec d'autres choses à faire. Je ne dis pas que c'est entièrement égalitaire, mais on constate quand même que ça dégage du temps. Et on progresse encore. Et en plus, on progresse. Certainement grâce aux luttes. Absolument. Et d'ailleurs, même pour partager ces tâches entre deux personnes, mieux vaut ne pas en avoir trop. Parce que quand vous avez beaucoup de tâches d'une certaine nature, ça pousse à la spécialisation. Ouais. Bon. Quand il y en a moins, ça devient des tâches accessoires que chacun peut faire dans le temps libre dont il dispose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est peut-être encore plus importante, ou en tout cas qui va vraiment de pair, c'est le temps dont elle commence à disposer à l'échelle biographique, c'est-à-dire à l'échelle de la vie. Et à l'échelle de la vie, ce qui leur offre la possibilité d'avoir du temps pour les études, du temps pour une carrière, du temps pour réfléchir, pour militer peut-être, pour faire de la lutte, pour s'occuper des idées, c'est le fait d'avoir moins d'enfants. Et alors avoir moins d'enfants, bien entendu, c'est quelque chose qui est multifactoriel. Ce n'est pas un seul facteur qui fait qu'on commence à faire moins d'enfants. Mais il y a un facteur qui, je l'ai dit tout à l'heure, empêchait complètement au niveau collectif les groupes humains de faire peu d'enfants. Et ce facteur, c'était la mortalité infantile. Tant que la mortalité infantile restait élevée, un groupe ne pouvait pas se permettre de faire peu d'enfants parce que sinon il allait péricliter. Et puis un ménage, une cellule familiale ne pouvait pas trop se permettre d'avoir peu d'enfants. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale n'existant pas et la retraite non plus, la retraite n'existant pas, quand on devient improductif avec la vieillesse, qui va s'occuper de vous si vous n'avez pas d'enfants vivants ? N'est-ce pas ? Donc pour espérer survivre un peu plus longtemps que la force de ses bras, il fallait absolument avoir des enfants vivants. C'était vraiment un enjeu pour les gens d'avoir quelqu'un qui va les nourrir. Et puis même pendant la vie, qui va les aider au champ, etc. C'est des sociétés globalement agraires. Et donc si vous avez un enfant sur 2 qui n'arrive pas à l'âge adulte, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas en avoir que 2, parce que 2, pas possible. 4, c'est très périlleux, parce que la statistique, c'est la statistique, mais ça peut être 4 pour vous. Donc mieux vaut miser sur 6, 7, 8. Là, on commence à avoir une certaine sécurité. Et puis 10, là, on peut considérer qu'on est bien paré. Et 10, dans une vie, ça prend beaucoup de temps. C'est très, très difficile de se spécialiser dans autre chose quand on produit 10 enfants. C'est une très belle phrase chez Virginia Woolf, quand elle parle de la tante de Mary Beaton. Enfin, elle a des personnages un peu fictifs qu'elle invente dans Une chambre à soi. Et donc, elle réfléchit à cette femme d'une génération précédente, et elle se demande est-ce qu'elle aurait pu être poète, est-ce qu'elle aurait pu créer, est-ce qu'elle aurait pu devenir riche aussi, parce qu'elle réfléchit aussi à l'importance des ressources financières. Et elle dit non, elle n'aurait pas pu faire fortune parce qu'elle avait 13 enfants. Produire 13 enfants et faire fortune, c'est vraiment très difficile pour un être humain. Quand le loto n'existe pas, ouais. Voilà, quand le loto n'existe pas. Et il ne veut pas concerner la masse. Voilà, donc vous avez ce processus de dégagement du temps sur la journée, du temps sur la vie, qui fait que les femmes deviennent davantage disponibles pour d'autres types d'activités qui ne sont pas liées à la reproduction de la vie, à la reproduction du foyer lui-même. Parce que, je termine, la mortalité infantile baisse. Et quand la mortalité infantile baisse, donc quand les enfants qui naissent deviennent des enfants qui probablement vont vivre, ou très certainement vont vivre, sauf accident, sauf malheur particulier, eh bien là, oui, là, on peut décider d'en faire peu. On peut vraiment s'approprier le célèbre slogan féministe, un enfant si je veux, quand je veux. C'est-à-dire que je peux décider de le produire après 30 ans. Si un enfant sur 2 meurt, c'est très périlleux de le faire après 30 ans parce que la fenêtre se réduit. Donc, faire des études longues, faire une carrière avant de commencer à procréer, c'est beaucoup plus problématique. Donc, ça change tout. Et pourquoi la mortalité infantile baisse ? Pourquoi je parle de facteurs matériels ? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas de mystère. C'est des facteurs très simples, qui sont quasiment entièrement matériels, ou dérivés des progrès matériels, parce qu'il y a aussi des politiques publiques qui les accompagnent, bien sûr. Mais c'est avant tout le progrès agricole, dû au meilleur rendement, qui fait reculer les famines. Moins de famine, moins de rachitisme, immunité plus forte, moins de morts d'enfants, très important. L'assainissement de l'eau, eau courante et travaux d'assainissement qui sont menés au XIXe siècle, ce qui fait moins de problèmes intestinaux, qui décimaient les petits-enfants, surtout les tout-petits-enfants. Pasteurisation du lait. Merci Pasteur, bien sûr. La sepsie.
Pasteur encore, et puis Semmelweis. Semmelweis, je voulais dire le nom de ce monsieur. Absolument. Et puis ensuite, les deux grandes inventions médicales, qui sont elles-mêmes des dérivés du progrès scientifique cumulatif, que sont les vaccins, et ensuite, au XXe siècle, les antibiotiques. Et là, vraiment, on voit la chute de la mortalité infantile à la fin, après l'introduction massive des antibiotiques. C'est assez spectaculaire. En France, on est encore à 70 pour 1000 environ au début du XXe siècle. Et puis, avec les antibiotiques, ça chute. Vraiment, ça fait un piqué vers les 3, quelque chose qui ont été ceux de la France de la fin du XXe siècle. Là, ça remonte un tout petit peu. Ce n'est pas très bon. On a dépassé les 4 pour moi. Voilà. Ton livre a été plutôt mal reçu par une partie des féministes les plus en vue de notre époque. On va parler de Sandrine Rousseau, on va pas parler des féministes de manière générale. On va en prendre une et deux, on va dire que celles qui s'inscrivent dans son lignage. Ce qui est très surprenant, parce que ce que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire le fait que les femmes ne soient plus obligées de faire beaucoup d'enfants, permet de leur libérer du temps, a l'air de tomber sous le sens. Et pourtant, si je ne me trompe pas, ton livre a été plutôt mal reçu. Alors, mal reçu, oui et non, parce que je ne pense pas que ni Sandrine Rousseau, ni la plupart des gens de son courant ou des courants similaires du féminisme aient lu mon livre. Je n'en ai pas... T'as pas eu de débat avec... J'ai eu quelques débats, mais les gens n'avaient pas lu mon livre. Ah ouais. Ah mince. Non, mais c'est pas... Enfin, voilà, les gens font beaucoup de débats, ils peuvent pas tout lire non plus. Donc, c'était des débats assez frustrants, parce que justement, il n'y avait pas de vraie discussion de la thèse, parce que c'est une thèse historique que j'avance, et pas de vraie discussion de la thèse, parce que c'est vrai qu'il faut d'abord prendre le temps de l'exposer, de bien s'entendre de quoi on parle, et ensuite éventuellement avancer des arguments critiques. Et souvent c'était un peu brouillon, parce que oui, les gens n'avaient pas vraiment lu, ils avaient parfois lu un article une interview, donc ils avaient une vision très sommaire de la chose. Et il n'y a pas eu de critique de ton livre ? Si, il y a eu des critiques, mais en fait bon, c'est les critiques... De la part de ce milieu-là, je veux dire. Il y a eu quelques critiques, mais vraiment ça ressemblait plus à des malentendus en fait qu'à des vraies critiques. Il y a eu notamment beaucoup de critiques au moment où, tout début, quand il y a eu les premiers comptes rendus, recensions du livre qui sont sortis, parce que les médias qui ont bien voulu faire la recension de mon livre étaient un peu orientés. Et ils étaient orientés parce que c'est vrai que, bon, on va peut-être y revenir, à la fin du livre, je critique un peu certains courants du féminisme actuel. Et donc, il y a des médias plutôt conservateurs qui... se sont saisis de l'argument, se disant « Ah, c'est pas du tout ce que nous on raconte, on n'y a jamais pensé, mais c'est une autre façon de critiquer. » Et donc, voilà, ça leur a plu pour cette raison, je pense, essentiellement. Enfin, pour d'autres raisons aussi peut-être. Mais disons que clairement, cet aspect était présent. L'aspect les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Ouais. Bon, alors que bon, c'est pas forcément une histoire d'ennemis. Et donc, du coup, il y a eu des critiques à cause de ces recensions. En disant Eugénie Bastier a lu ce livre, elle en a fait une bonne recension, donc ça ne peut être que quelque chose de réactionnaire, mais sans vraiment en général aller lire le livre. Donc voilà. C'est ce que je me disais aussi, parce que en général, quand je discute avec les gens et que j'explique en détail de quoi il s'agit, ou quand les gens lisent le livre, il y a beaucoup moins de... c'est pas vraiment un rejet, du coup. Après, il y a des points sur lesquels il y a des désaccords. Qui sont anecdotiques. Qui sont assez anecdotiques, en fait. Mais le gros des arguments ne suscite pas, en général, de grande résistance. Parce que tu l'écris quand même, ce livre, pour rappeler ce qui pour toi est une évidence, mais aussi pour dire quelles ont été les conditions de l'émancipation des femmes et comment protéger cette émancipation, ce qui est quand même le sujet de nombreuses militantes féministes aujourd'hui. Et dans leurs discours, dans leurs idées, on entend rarement ce que toi tu proposes. Oui, tout à fait. Et peut-être il faut ajouter quelque chose, parce que tu vois, j'ai parlé des facteurs matériels qui font que du temps se dégage, qui font que la force physique cesse d'avoir de l'importance. Mais il y a aussi un phénomène, c'est qu'en face, il y a les transformations économiques et les transformations du monde du travail qui vont bon train, vraiment au même moment. C'est-à-dire que c'est vraiment le 19e siècle, les conséquences de la révolution industrielle transforment aussi la manière de travailler et la demande de la force de travail. Au moment où les femmes deviennent plus disponibles, il y a aussi une forte demande, un appel d'air
dans le travail salarié, qui émerge, qui se forme à ce moment-là. Parce qu'avant, le travail prenait d'autres formes. Le salariat devient la forme de la relation de travail dominante, donc un travail à l'extérieur du foyer. Donc les femmes étant davantage confinées au foyer, c'est naturellement les hommes qui sont les premiers salariés. Les ouvriers de l'industrie, etc., ce sont d'abord les hommes. Mais on manque de bras. Ça ne suffit pas. Il y a une telle accélération économique dans le sillage de la révolution industrielle qu'on essaye de mettre tout le monde au travail. On tire les paysans des campagnes. On met même les enfants au travail. Les enfants descendent dans la mine, etc. Et les femmes. Les femmes, au même moment, deviennent de plus en plus disponibles. Donc il y a quelques femmes qui se mettent à travailler aussi, travail salarié dans l'industrie. Et puis ensuite, surtout, de plus en plus dans les services qui sont tirés par cette industrie, à la vague de l'industrialisation. Et tout de suite, derrière, arrivent les services qui nourrissent aussi ce processus, et après, qui viennent le remplacer. Et donc, cette disponibilité des femmes, elle rencontre une demande du travail des femmes, dans une espèce de synergie, y compris idéologique, qui est très propice à l'homogénéisation du statut entre les hommes et les femmes. Parce que l'idéologie capitaliste, c'est une idéologie indifférenciée. Le capitalisme ne raisonne pas en termes d'essence. Ce n'est pas une société de caste, les gens ne sont pas définis par leur statut de naissance. Le capitalisme est matérialiste. Les capitalistes sont matérialistes, et ce qui compte dans un individu, c'est sa capacité à vous apporter de la plus-value. Et de ce point de vue-là, si les femmes peuvent être exploitées, comme les hommes, c'est tout bon. On n'allait pas les laisser rien foutre à la maison. On n'allait pas les laisser à ne rien foutre à la maison, exactement, d'autant qu'il y avait moins de choses à foutre à la maison. Et donc, en plus, les femmes, au début, on pouvait les payer beaucoup moins, parce qu'on avait quand même l'habitude de les considérer comme moins que les hommes. Et donc, c'était tout bon. Ce qui a permis aux femmes de mettre un pied dans la porte du monde salarié dans des conditions qui rappelaient celles des hommes. C'était pas exactement égalitaire, mais c'était partiellement de plus en plus interchangeable. Et donc ensuite, d'un côté, vous avez cette demande de bras et cette idéologie qui tend à indifférencier les individus, et de l'autre côté, vous avez une plus grande disponibilité de la part des femmes. Donc c'était des conditions idéales pour que le processus d'homogénéisation se mette en place. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les lois qui ont été votées par la suite, les droits qu'on a accordés aux femmes, pour une partie, étaient une manière d'entériner une situation qui devenait fonctionnelle pour la société. Le travail des femmes à la maison a été fonctionnel pendant le gros de notre histoire, et puis avec ces changements, c'est leur travail salarié à égalité ou différentes proportions avec les hommes qui devient fonctionnel dans ces nouvelles conditions. Donc voilà, les mobilisations ont compté, bien sûr, les mobilisations pour que les femmes obtiennent les mêmes droits salariaux ou de plus en plus similaires, les lois protectrices des femmes, le combat pour les droits civiques, etc. Bien sûr que ça a compté pour que les choses prennent cette direction plutôt qu'une autre. Mais c'était devenu possible. Cette interchangeabilité était devenue actuelle. Et voilà, donc c'est ce changement matériel qui fait que ces luttes ont pu d'abord être formulées, ces idées ont pu être formulées, et que ces luttes ont pu porter vraiment des fruits assez rapidement. Alors que si les mêmes luttes avaient essayé d'éclore dans une situation matérielle complètement différente, ça serait resté probablement des choses très sectorielles et sans... On peut dire que les luttes ont finalement servi à déconstruire toute la partie idéologique qui avait été greffée sur les contraintes matérielles. Exactement, ce qui d'ailleurs est logique. L'idéal a combattu l'idéal. Les idées ont combattu les idées, mais si ces idées ont pu abattre l'idéologie en place, c'est parce que cette idéologie était devenue de la pure idéologie, qui se greffait maintenant sur une... Je pense que ton livre est très utile parce qu'il rappelle qu'il y a que les deux coexistent. Et on a parfois voulu t'enfermer comme si tu niais totalement l'idéal, alors que tu te contentes de rappeler le matériel à des militantes, parce que tu t'adresses, évidemment c'est une clé de compréhension à tout le monde, mais l'idée c'est quand même de s'adresser aux femmes pour qu'elles défendent leur émancipation. Et tu vas rappeler à des militantes que le matériel existe. Et donc, en fait, pour parler concrètement, il y a des militantes féministes qui sont anticapitalistes
et anti-science. On parle souvent d'écoféministes. Alors je dis pas que toutes les écoféministes sont anti-science, pas du tout, mais chez ces militantes-là, il y a un discours qui a tendance à nier l'aspect matériel. Par exemple, le fait que la nature soit bonne par essence, alors que la nature a été la cause première de leurs conditions dégradées. Et ça, je trouve ça salutaire. Et j'aurais bien aimé que elle s'intéresse, enfin que ton livre trouve un écho dans ces sphères-là, parce que je pense simplement que ça aurait rendu leurs propos plus intéressants de juste ramener le matérialisme. Parce qu'en plus, elles se revendiquent, certaines d'entre elles se revendiquent du marxisme, puis je suis sûr qu'il y en a plein qui seraient d'accord avec toi, j'ai pas envie de les mettre toutes dans le même paquet. Mais voilà, je trouvais ça regrettable et j'espère que ce sera corrigé. Oui, le féminisme est un mouvement très compliqué. Il y a des tas de courants. On peut difficilement parler du féminisme dans son ensemble aujourd'hui. On pourra revenir tout à l'heure sur la manière dont moi j'en parle, parce que je généralise, mais pas, enfin, je mets pas tous les courants dans le même sac, c'est un peu différent. L'écoféminisme aussi, il y a différentes tendances. Il y a l'écoféminisme du Sud, notamment, qui, moi, m'est très sympathique, on va dire, parmi les courants féministes, parce que c'est justement un mouvement qui s'intéresse beaucoup à la vie matérielle des femmes. En gros, qui va contrôler les semences, est-ce que les femmes vont pouvoir ou pas avoir leur propre exploitation, est-ce qu'elles vont pouvoir contrôler le processus de production agricole, est-ce qu'elles vont avoir les savoirs nécessaires. Donc c'est vraiment des questions qui sont très sensées et très proches du matériel en fait. Mais c'est vrai qu'en Occident, une partie en tout cas des courants écoféministes, oui, idéalise beaucoup la nature et dévalorise complètement l'aspect technologique de la civilisation dans laquelle nous vivons. Et à mon sens, c'est un contresens. C'est-à-dire c'est vraiment un contresens au sens fort. Déjà, ils ont tendance à fusionner, à amalgamer capitalisme et patriarcat, comme si le patriarcat n'avait pas existé avant. Comme s'il n'y avait pas eu d'autres sociétés dans lesquelles la situation entre les hommes et les femmes était inégalitaire. Et ensuite, non seulement, enfin, on ne peut pas dire que le patriarcat a émergé avec le capitalisme, mais à mon sens, c'est complètement l'inverse. Et je pense que là aussi, cette idée, elle prend appui sur quelque chose de vrai, mais qui est ensuite exagéré jusqu'à son contraire. Et ce qu'il y a de vrai, c'est que, effectivement, avec l'avènement du capitalisme et toutes les transformations dont on a parlé, l'idéologie, entre guillemets patriarcale, on va dire ça pour aller vite, inégalitaire en tout cas, elle s'est trouvée privée de son fondement rationnel. C'est ce qu'on venait de dire. Elle devient purement idéale. Ça devient vraiment une espèce de superstructure qui flotte dans l'air et qui n'a plus sur quoi poser pied. Et souvent, dans ce genre de situation, quand une idéologie ne s'appuie sur rien, et bah pour qu'elle perdure, il faut la durcir. Parce que si on la durcit pas, elle peut à l'occasion s'effondrer. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de crispation après la Révolution industrielle, le Code Napoléon, etc., une formalisation du statut femme au foyer, etc. Puis c'est aussi un moment où on formalise beaucoup de choses dans le droit, donc on traduit dans le droit l'état de fait qu'on hérite de la période précédente. Mais il y a quelque chose, mais ça ne dure pas. Ce n'est vraiment qu'un moment, pour le coup, très court de l'histoire. Moi, je parle dans le livre d'un barreau d'honneur. Enfin, voilà, bon, hop, à la fin, quand même, reste à la maison. Bon, non, finalement, bon, tu peux gagner de l'argent aussi. Allez, bon d'accord. Et puis après, c'est irréversible. C'est quelque chose qui ne sera plus perdu par les femmes, bon, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, je pense que c'est un contresens, et je pense que c'est dommage. Ça va aussi avec souvent une dévalorisation de la médecine, qui est traitée d'une manière, à mon sens... c'est un contresens très regrettable quand on pense à tout ce que la médecine a fait précisément pour créer les conditions de possibilité de l'émancipation des femmes. On a tendance à dire que c'est une médecine masculine, machiste, qui a accaparé les savoirs immémoriaux que possédaient les femmes. Les femmes possédaient parfois des savoirs, bien entendu. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, ce n'était pas non plus des chercheuses de l'Institut Marie Curie. C'était des savoirs de l'époque. Donc ça valait mieux que rien, mais ça ne remplace pas un IRM, et ça ne remplace pas un accouchement dans les conditions modernes, n'est-ce pas, ni la couveuse pour le bébé qui naît.
Voilà, donc je trouve ça un peu injuste. Et c'est vrai que ce serait intéressant de faire entendre ces arguments matériels, mais je pense que c'est quelque chose qui dépasse les sphères féministes. Je pense que plus globalement, beaucoup de gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on doit aux conditions matérielles de notre vie. Parce que ces côtés néfastes sont réels. Quand je parle d'émancipation ou de droits qu'on peut en retirer ou des améliorations qu'on peut en retirer, c'est pas pour nier les autres aliénations auxquelles nous sommes aujourd'hui sujets. C'est tout à fait vrai, c'est toujours comme ça. Quand on se libère de quelque chose, on est soumis à quelque chose d'autre. Néanmoins, oui, on a tendance à oublier tout ce qu'on doit à ces conditions matérielles. Et la liste est longue, parce que moi, j'explore dans le livre ce qui concerne le statut des femmes, la condition des femmes, mais on peut appliquer le même raisonnement à beaucoup d'autres objets, y compris dans les institutions politiques, y compris dans les droits sociaux. Qui a oublié la dimension matérielle de notre société ? Oui, c'est-à-dire qu'on oublie à quel point cette prospérité que nous avons connue dans les derniers siècles, les dernières décennies, à quel point elle a créé les conditions pour que tout ça soit possible. Et que c'est très fragile, de fait. Fragile. C'est à la fois solide parce que ça repose sur du matériel et fragile si le matériel devient fragile. Les citoyens français l'illustrent dans le débat sur les retraites. Je suis pas du tout pro-travail, je suis pas pour qu'on se tue à la tâche, mais force est de constater qu'on va avoir un problème, le même problème qu'on avait dans les temps d'antan, où on avait besoin de jeunes pour faire vivre les vieux, et que là, il y a beaucoup de vieux. J'ai vu quelque part que les moins de 20 ans vont être dépassés en nombre dans les prochaines années par les plus de 75 ans en France. Il faut quand même se rendre compte. Donc, c'est un phénomène général. Hein. C'est un phénomène général sur lequel on reviendra parce que c'est un sujet qui me passionne et dont on devrait parler, à mon sens, autant que l'écologie ou d'autres variables, et dont on parle pas assez, surtout qu'en plus il a un côté un peu mystique qui m'intéresse, beaucoup, mais on va y revenir plutôt à la fin. Mais c'est pour dire qu'effectivement, on a oublié l'abondance dans laquelle nous vivons et on considère qu'il suffit maintenant de décider quoi faire de cette abondance et que cette abondance est permanente et acquise pour toujours. Tout à fait. Il y a peut-être un exemple qui peut parler aux gens quand je parle de l'oubli de ce que ces conditions ont d'exceptionnel dans l'histoire de l'humanité, réellement exceptionnel, une espèce de parenthèse incroyable ou le début de quelque chose, mais en tout cas quelque chose de très récent, si on pense à un objet qui est très banal pour nous, qui est l'antibiotique. L'antibiotique, quand un enfant aujourd'hui tombe malade, ce n'est pas grave, sauf des maladies, bien sûr. Une maladie infectieuse aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de grave. Ouais. L'enfant tombe malade, il a un peu de fièvre, une tousse, personne n'est effrayé. Ouais. Aucun parent ne ressent alors que pendant des millénaires... Exactement. Un enfant qui se met à tousser, qui prend froid, c'était potentiellement un enfant qui allait continuer et qui allait peut-être se coucher et qui allait avoir beaucoup de fièvre et ensuite peut-être qu'il était mort. On a une espèce de vague souvenir... dans les films à costume. Dans les films, dans les films à costume. En costume. Voilà. Des veillées des mères au chevet de leur... Mais ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas, on ne se l'imagine pas, on n'a pas ce réflexe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va en pharmacie, on demande à un médecin qui nous prescrit un antibiotique, il prend du sirop, en plus c'est à la fraise, c'est assez bon. Sauf quand il y a des ruptures, en ce moment il y a des petites ruptures, c'est un peu inquiétant, mais bon, on va dans la pharmacie à côté, on trouve. Il prend ce sirop et ensuite il se relève et tout va bien. Et justement, sa vie continue. Justement parce que tu n'as pas rappelé les conditions matérielles qui ont permis l'émancipation des femmes, juste pour le plaisir, tu les as rappelées parce que tu penses, toi tu t'inscris dans la droite ligne de l'analyse de Meadows, quoi, du fait que nos sociétés risquent de se casser la gueule, pour parler trivialement. Et que les conditions d'émancipation, les conditions matérielles qui ont permis l'émancipation des femmes sont menacées. Oui, Cyrus Faranguier a proposé de parler de collapsoféminisme. Ouais, ce qui est pas mal. La formule est pas mal. C'est assez rigolo, j'y avais pas du tout pensé, mais pourquoi pas. Salut Cyrus d'ailleurs. Oui, absolument. Collapsoféminisme, alors oui, je ne suis pas collapsologue,
Collapse, c'est un terme très général qui évoque l'effondrement de nos sociétés. Mais effondrement, ça peut signifier plein de choses. Quand on parle de collapse ou d'effondrement, on imagine quelque chose de brutal, mais on peut aussi penser à des dégradations beaucoup plus lentes, beaucoup plus graduelles, moins sensibles sur le moment, donc des phénomènes beaucoup moins spectaculaires qu'un effondrement du type film catastrophe. Mais effectivement, en fait, ce que je trouve ironique, c'est que là, on a parlé de l'oubli de l'importance du matériel, oubli qui est dû à ces décennies de courbes allant toujours vers le haut, à des décennies de stabilité, de paix aussi, de prospérité relative et d'amélioration des conditions de vie, ou de leur stabilité, à gros traits. Et ce qui est assez ironique, c'est que cet oubli, le fait qu'on n'en ait plus du tout conscience, qu'on n'y pense même pas, on parle complètement d'autre chose et on néglige un peu ce présupposé fondamental, il arrive pile au moment où ces conditions matérielles sont sur le point d'être fragilisées. C'est-à-dire qu'on a vécu des décennies, voire des siècles de croissance très forte, de transformation démiurgique du monde, et nous arrivons maintenant à un moment où cette infrastructure matérielle de nos sociétés va entrer dans de grandes turbulences. Alors là, c'est pas moi qui le dis du tout, je ne fais que compiler des données et des pronostics qui sont consultables par tous dans deux domaines essentiellement, dans le domaine des ressources, avec l'idée que nous vivons sur une planète qui est finie, et à moins d'aller explorer les astéroïdes, la Lune, Mars, etc., ce qui peut nous fournir certaines choses, mais pas tout. Il y a beaucoup de flotte sur les astéroïdes, par exemple. Ça, il y a la désalinisation. Et il y a la désalinisation, on va y venir, tout à fait. Donc on va être confronté à la finitude de ces ressources. Et la finitude des ressources, c'est pas une bonne nouvelle pour un modèle économique qui est fondé sur une production massive et le recours toujours croissant à l'énergie et aux matières premières. Énergie essentiellement, mais aussi métaux, matériaux de diverses natures. Donc ça, c'est le premier problème. Le pic de production du pétrole conventionnel est dépassé. Il y a des tas de métaux qui sont en tension et qui vont être encore plus en tension parce qu'on essaye d'électrifier notre économie, etc. Bon, c'est des choses Ouais. Et puis l'autre grande série d'analyses, ce sont des analyses en termes de changement climatique. C'est-à-dire que ce processus extractiviste, productiviste, sur lequel repose notre prospérité, on peut dire qu'il a été bénéfique, entre guillemets, sur plein de plans, pas tous les plans, mais sur beaucoup de plans pour notre bien-être collectif, eh bien c'est ce processus lui-même qui finit par déstabiliser notre environnement, par altérer les conditions dans lesquelles il se déploie. Donc les conditions de production agricole, mais aussi industrielle, tout ça va changer sous l'effet des turbulences que nous avons provoquées dans le système Terre, pour le résumer, n'est-ce pas ? Et alors, ces analyses, elles sont connues depuis très longtemps. Pour les ressources, oui, tu as cité le rapport Meadows, qui a été un peu la première sonnette d'alarme, qui a été réactualisée régulièrement depuis, c'est toujours d'actualité, hein. C'est pas une vieillerie des années 70, au contraire. Quand on observe les prédictions et les courbes que nous avons effectivement suivies, pour l'instant, on est plutôt dans les courbes du scénario standard. Et puis, les changements climatiques, il y a le GIEC, n'est-ce pas, qui n'est pas non plus un assemblage de joyeux hurluberlus. Donc, ce ne sont pas des prédictions de collapsologie cataclysmique ou complètement fantastiques. Ce sont plutôt des scénarios avec des probabilités. Personne n'est Madame Irma, mais c'est vrai que des transformations semblent assez inévitables. D'autant plus qu'on va avoir ce que Jean-Marc Jancovici appelle l'effet ciseau. Qui pour le coup est très regrettable, c'est que ces deux types de crises, la crise de ressources et la crise climatique, elles vont potentiellement, partiellement se télescoper, se produire dans la même temporalité. Et donc, tu parlais de désalinisation, oui, ce serait une solution formidable avec les moyens techniques dont on dispose, on pourrait désaliniser à gogo les océans, et tout irait bien. Si on avait beaucoup d'énergie bon marché. Et le problème, c'est que cette énergie elle-même, probablement, dans les décennies qui viennent, en viendra à manquer. Donc on sera un peu partout, dans tous les domaines où qu'on regarde, confronté à davantage de défis, avec moins de moyens. Donc c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que c'est désespéré. Non. La science avance, et l'esprit humain est inventif. Ça va se jouer à pas grand-chose. Si ça passe... disons qu'il y a une forte incertitude. Ouais. Qu'est-ce qui va progresser plus vite ? L'inventivité humaine ou les catastrophes auxquelles on va être confronté, en essayant de parer au plus pressé, et peut-être pas les choses de plus long terme, qui demandent de la concentration et de la stabilité. Donc oui, beaucoup de perturbations à venir certainement, inégales selon les régions aussi, ce qui est un autre facteur d'instabilité d'ailleurs, géopolitique pour le coup.
Et donc voilà, donc moi ce qui m'intéresse, c'est ce que vont devenir les femmes à la faveur de ces transformations. Comme pour l'amélioration matérielle que nous avons connue, ça va affecter tout le monde. Mais en miroir de ce que j'essaie de montrer dans la partie historique, je pense que ces transformations vont avoir des conséquences spécifiques pour les femmes, notamment en ce qu'elles vont probablement pousser vers le retour d'une forme ou d'une autre de spécialisation dans la répartition du travail. Alors, pas pour retomber au Moyen-Âge, et encore moins à l'âge des cavernes, bien entendu, ça je ne pense pas que ce soit des scénarios crédibles, plutôt vers des choses un peu hybrides, bien entendu, mais dans lesquelles l'ensemble des conditions qui ont permis aux femmes d'avoir ce statut beaucoup plus homogène, beaucoup plus interchangeable avec les hommes, peuvent être mises en question. À commencer par le fait que si une société devient plus rustique, avec moins d'énergie, moins d'esclaves énergétiques à notre disposition, et ben la force de nos bras, le travail physique, le travail manuel, redevient d'actualité. Et qui dit plus de travail manuel, dit souvent aussi plus de spécialisation, parce que personne n'a changé notre constitution physique. Et puis, un monde aussi, malheureusement, où ces progrès médicaux, qui ont aussi été diffusés à l'ensemble de la population via notre enrichissement collectif et les systèmes de socialisation de toute une partie de ces bienfaits, sécurité sociale, n'est-ce pas, assurance maladie, retraite, etc. Tout ça peut aussi être remis en question. Un monde aussi probablement beaucoup plus en tension, parce que qui dit diminution du gâteau dit lutte pour le gâteau qui reste. Plus de tension, c'est-à-dire plus de violence aussi. Probablement une augmentation des conflits, tant entre les États que des conflits à l'intérieur des pays. Tout ça n'est pas très favorable aux femmes. Tout ça n'est pas très favorable à la mortalité, et notamment à la mortalité infantile. Et donc potentiellement, oui, ça peut créer des conditions dans lesquelles une partie des gains que les femmes ont obtenus peuvent être mis en cause de façon structurelle. Non pas parce que les idées changent ou que y a tel ou tel leader politique qui veut remettre en cause quelque chose, mais parce que les conditions même de notre vie vont changer. Et donc, un peu partout, là où ces conditions vont changer, on peut avoir le même mouvement qui pousse vers une dégradation du statut des femmes. Si je schématise ce qui pourrait se passer, c'est grosso modo plus de mortalité infantile, plus de besoin de bras, on demande, on exige, on se débrouille pour que les femmes fassent... Oui, c'est même pas qu'on demande, c'est que ça se fait. Ça se fait parce qu'il faut, quoi. Voilà. C'est une nécessité, c'est la loi de la nécessité. Les femmes font plus d'enfants, se retrouvent plus souvent à la maison, donc plus souvent préposées aux tâches domestiques, plus fatiguées, donc moins utiles dans les champs ou dans une industrie sommaire. Et d'un coup, l'idéal, on rationalise a posteriori, on recommence le cycle et on rethéorise l'infériorité des femmes. Tout à fait. En gros, un monde dans lequel il n'y a pas d'antibiotiques, par exemple, ce qui est une réelle possibilité pour le coup. C'est un peu indépendant du reste des crises, mais moi je trouve ça aussi fondamental. C'est un peu la troisième crise qui nous attend. Ouais, ça tu m'as rajouté une angoisse. Je l'avais pas du tout celle-là avant de lire ton livre, mais maintenant... Le livre est presque parti des antibiotiques en fait, à la base. Donc c'était vraiment au cœur de la réflexion. Un monde sans antibiotiques, c'est un monde dans lequel... alors, on ne revient pas au taux du Moyen-Âge, parce qu'il n'y a pas que les antibiotiques dans la mortalité infantile, mais où la mortalité infantile augmente très substantiellement. Et une mortalité infantile qui augmente très substantiellement, ce sont des enfants qui meurent assez souvent parmi les gens que vous connaissez. C'est-à-dire que c'est des choses qui peuvent vraiment vous arriver. Et quand c'est une chose qui peut vraiment vous arriver, il y a tout un ensemble d'automatismes de pensée que nous n'apercevons même plus, qui cessent tout à coup d'être évidents. Et notamment cette idée que si un jour je veux avoir un enfant, il sera toujours temps d'y penser. Et ça, c'est une idée qui, quelque part, est profondément anti-féministe, parce qu'elle remet un peu en cause la souveraineté de l'être humain, enfin de la femme en l'occurrence, sur son destin procréatif, sur son destin physique. La nécessité qui s'immisce dans cette affaire... elle va complètement à l'encontre de cette idée de liberté, de libre arbitre dans cette histoire de la procréation. Donc oui, ce sont des exemples, bien entendu. Mais si on met toutes ces transformations possibles négatives bout à bout, ça dessine un monde dans lequel la pression vers des modèles beaucoup plus traditionnels de fonctionnement
sera très certainement plus forte. Tu cites un exemple de régression, de boucle de régression, parce que c'est un peu comme une boucle matérielle et l'idéal, c'est le Turkménistan. Oui, parce qu'en fait, quand on réfléchit à toutes ces questions, on cherche des exemples historiques, mais en vérité, il n'y a pas de vrais exemples de sociétés de grande échelle qui se seraient désindustrialisées et qui auraient connu un recul historique dans sa manière de vivre, dans ses conditions de vie. On n'a que des exemples restreints, limités, et donc forcément imparfaits, mais c'est vrai que ça donne une idée. Et oui, je parle du Turkménistan parce que l'ensemble des républiques ex-soviétiques d'Asie centrale, mais le Turkménistan encore plus que les autres, ont connu une vraie régression en côté niveau de vie, avec l'effondrement de l'Union soviétique. Un arrêt des échanges qui étaient très denses entre l'ensemble de ces républiques, un retour vers des cultures agricoles très vivrières, un regain religieux aussi, qui est un autre facteur, qui vient d'ailleurs souvent quand la situation se dégrade. Et ça s'est accompagné immédiatement par une élévation de la mortalité infantile et par la remise des femmes au foyer, une augmentation de la natalité, etc. Donc là, sur cet exemple, c'est vraiment... Il est très parlant. Il est très parlant. Et c'est vrai que c'est aussi ce qu'on observe à plus petite échelle, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le temps long. C'est pas les quelques années, c'est une génération, 2 générations, 3 générations. Mais c'est vrai que même sur le temps court... on observe des choses similaires ou des choses comparables quand on regarde des pays pauvres, des pays du tiers-monde, qui subissent des crises climatiques, des crises naturelles, des catastrophes. Ça se traduit très vite par une dégradation de la situation des femmes, y compris parce que les conditions matérielles de survie deviennent plus difficiles. Et ça se traduit par une dépendance accrue vis-à-vis de leurs conjoints, vis-à-vis des hommes, vis-à-vis des pères pour les petites filles, etc. Voilà, donc c'est vrai que ça tend à confirmer. Mais c'est vrai aussi que nos sociétés n'ont jamais eu à faire face à un défi de cette taille, c'est-à-dire qui serait global, qui ne caractériserait pas juste le Turkménistan ou une zone, mais qui caractériserait dans une proportion variable pratiquement toutes les contrées du monde. À l'échelle du temps long, ce serait pareil, assez immédiat, mais à l'échelle d'une vie, ça pourrait être plus progressif. Tout à fait, à l'échelle d'une vie, ça pourrait être plus progressif, bien entendu. Mais je pense profondément que, là aussi avec Marx, il a tellement de formules qui sont si j'avais pu l'inviter, je ne me serais pas gêné. Ouais, j'imagine bien. Et moi aussi. Voilà, je pense que ce n'est pas la conscience qui détermine l'existence. C'est l'existence qui détermine la conscience. C'est-à-dire que les idées, oui, elles ont une force propre, c'est des boucles. Elles rétroagissent sur la réalité, mais elles ne flottent pas dans l'air. Si la situation matérielle change, l'ensemble des idées avec lesquelles on opère, qu'on pense raisonnables, change aussi. En fait, c'est une histoire de périmètre, c'est pas mécanique. Ce n'est pas parce que la situation matérielle est donnée qu'on va avoir telle situation pour les hommes et les femmes. C'est pas aussi mécanique, parce qu'à l'intérieur, on peut avoir toute une... C'est un cadre. C'est un périmètre. C'est un périmètre, ouais. C'est une cage d'acier, d'airain, je ne sais pas. On peut pas sortir, on peut pas aller au-delà ou en deçà. C'est un périmètre. Mais comme tu as dit au début, on se pose les problèmes qu'on peut résoudre, finalement, ou qu'on va pouvoir résoudre dans un mouvement proche. Là, tu poses un problème qui se poserait dans un avenir assez proche. Tout à fait. Et tu proposes, tu poses les données de ce potentiel problème, de ce problème probable, pour proposer des pistes pour aménager, pour que la chute ne soit pas trop rude pour les femmes. Oui, alors c'est des pistes vraiment très modestes. C'est pas... J'ai discuté avec des gens qui auraient aimé avoir un regard plus... trouver dans mon livre un regard plus global, peut-être plus collectif, plus enthousiasmant peut-être sur les solutions. C'est vrai que je propose des pistes modestes, limitées, mais qui me semblent être des pistes logiques. C'est-à-dire que, encore une fois, en logique avec ce que je décris, puisqu'il me semble que cette infrastructure matérielle est fondamentale pour créer les conditions d'une coexistence plus ou moins égalitaire entre les hommes et les femmes, il me semble également fondamental de la préserver. La préserver pas au sens la conserver telle qu'elle est. Elle peut pas rester telle qu'elle est parce que problème de ressources, problème climatique, elle va de toute façon changer. Mais la préserver dans les services qu'elle nous rend.
C'est-à-dire à faire en sorte que la transition vers d'autres manières de fonctionner ne s'accompagne pas d'une évacuation des bons effets de certains biens, de certains types de confort dont nous disposons aujourd'hui. Et ça, c'est tout un défi. Et pour le coup, un défi qui ne me semble pas suffisamment abordé dans tous ces débats sur la transition. Que vont devenir les retombées positives pour les femmes de notre civilisation thermo-industrielle lorsque nous allons en sortir pour aller vers quelque chose d'autre, un nouveau type de société que certains pensent beaucoup plus émancipateur et joyeux, mais que moi je pense être plutôt beaucoup plus contraint et plus compliqué, plus difficile. Comment faire en sorte que ça ne se transforme pas en dégringolade, en désastre complet. Comment faire pour que ce soit, peut-être un peu moins évident qu'aujourd'hui, mais néanmoins pas trop dans la lignée de Jancovici, une espèce de pragmatisme. Oui, dans la lignée de Jancovici, dans une espèce de pragmatisme. Et alors, ce qui me semble, c'est que cette infrastructure étant fondamentale, il me semble que il faut s'y intéresser. C'est-à-dire que penser aux droits des femmes, penser à la condition des femmes, ce n'est pas seulement militer dans la sphère juridique, dans la sphère des mentalités, dans la sphère politique, c'est aussi travailler dans les domaines matériels. C'est-à-dire que le travail sur cette infrastructure, c'est aussi un travail bénéfique de ce point de vue-là. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de féminisme, quand on parle de militantisme, encore une fois, il y a plein de mouvements féministes, mais pour l'ensemble de ces mouvements, ou la quasi-ensemble de ces mouvements, on reste dans une réflexion sur aujourd'hui. Et quand on parle de demain, ce sont des projections qui sont pas réalistes, en fait. Enfin, moi, ce sont des projections plutôt en termes de qu'est-ce qu'il faudrait. Il faudrait que, mais pas qu'est-ce qui va réellement se passer. Donc on reste beaucoup centré sur aujourd'hui et on reste beaucoup centré sur la sphère juridique et la sphère morale. Donc on cherche à donner aux femmes de nouveaux droits, parce que là, l'égalité des droits, elle est acquise, mais on cherche à aménager des droits nouveaux pour compenser des discriminations, des inégalités dont elles peuvent faire l'objet encore dans notre société. On cherche à surveiller l'application de ces droits, donc à traquer les entorses à l'égalité. Donc ça, c'est la sphère juridique. Et on cherche à agir par le biais des campagnes morales de sensibilisation, d'information, de honte publique aussi, etc. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très présentes. Et je dois dire que dans le monde dans lequel nous vivons, ce ne sont pas des choses absurdes. Ce sont des choses qui marchent plus ou moins bien selon les sujets, pas partout de la même façon, mais il y a des domaines dans lesquels cette démarche, elle n'est pas improductive. Elle porte ses fruits, parce que beaucoup de choses passent chez nous par le droit, et parce que, oui, les idées ont leur force, donc on peut très bien agir sur les mentalités. Tant que l'architecture matérielle tient debout, quoi. Mais le truc, c'est que tout ça, c'est adossé complètement à la manière dont fonctionne notre société. C'est adossé à un État fort, qui fait respecter un État de droit, qui fait respecter ses droits. C'est adossé à une société relativement prospère, dans laquelle la violence interpersonnelle reste limitée. C'est adossé surtout à une société matériellement prospère, dans laquelle tout cet ensemble de services que nous rend l'infrastructure technologique reste assuré. Si tout ça est remis en cause, agir par la sphère juridique ou par la sphère des mentalités, ça sera vraiment inopérant. Donc on ne peut pas tout miser dessus. Je peux donner un exemple très parlant, parce que... alors, c'est un exemple parlant parce que il synthétise le raisonnement. Ça ne veut pas dire que c'est le seul objet auquel il peut s'appliquer. Il peut s'appliquer à plein d'autres choses, mais il faut juste faire une ou deux opérations mentales de plus. Et cet exemple, c'est le droit à disposer de son corps. Le droit à disposer de son corps, pour les femmes, qui est un droit fondamental gagné en deuxième partie du XXe siècle, dans l'ensemble des pays occidentaux. Faire ou ne pas faire d'enfant, donc vraiment le cœur du sujet. Ce droit, il a été symbolisé par un objet. C'est la pilule. Donc, la pilule, avant d'être un droit, c'est une chose. C'est quelque chose de matériel. La pilule, c'est un truc qu'on peut tenir dans la main et ingérer par la bouche. La pilule, pour exister, donc pour que ce droit existe, la pilule a d'abord dû être mise au point. Ça conçue au terme d'un progrès scientifique cumulatif, n'est-ce pas ? Des gens ont dû travailler là-dessus, la mettre au point. Une fois qu'elle était mise au point, elle a dû être produite en quantité industrielle. C'est-à-dire pas seulement produite pour quelques personnes, pour des courtisanes ou je ne sais pas, les femmes des présidents et de Bernard Arnault, n'est-ce pas ? Elle a dû être produite pour toutes les femmes, l'ensemble des femmes qui veulent s'en servir. Et ça veut dire des usines
en métal et en acier. Ça veut dire du pétrole, ça veut dire des centrales nucléaires, ça veut dire des routes, ça veut dire des camions, ça veut dire des tankers, exactement, ça veut dire toute une logistique qui fait que le matin, quand vous venez à la pharmacie dans votre ville, dans votre village, n'importe où, je dis au pharmacien, je veux une pilule, parce que j'y ai droit, et le pharmacien sort la pilule de son comptoir. Donc là, il y a la rencontre entre mon droit et son produit. Et tout va bien, mon droit est effectif. Il m'a donné la pilule et mon droit est devenu d'une lettre, il est devenu réalité. Si on imagine que je viens à la pharmacie et le pharmacien me dit « Oui, vous avez le droit, ma bonne dame, mais je n'ai pas de pilule. » Pourquoi ? Un peu comme pendant le Covid, quand on voulait trouver des masques ou des respirateurs. Ouais. On n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas. On n'en trouvait pas pourquoi ? Parce qu'on n'en avait pas produit. Et la Chine, qui les avait produits, ne nous les avait pas envoyés. N'est-ce pas ? Alors là, c'était un contexte particulier, mais dans un contexte de dégradation de cette belle logistique technologique qui gouverne notre c'est le société, Covid tous les jours. C'est le Covid tous les jours, et multiforme. Donc si la Chine ne les produit plus, parce que bien sûr on ne produit plus rien sur notre sol de ce type, ou très peu de choses, si elle les produit mais pas en quantité suffisante, si les gros cargos ne manquent d'énergie pour se déplacer, si les camions ne roulent plus, s'il n'y a plus assez de matériaux pour faire les emballages, c'est-à-dire concrètement ce qui se passe aujourd'hui avec des milliers de médicaments qui sont en tension. Et ça, c'est un signal faible très négatif, je dois dire. Ouais, et dont on parle rarement, enfin si on en et parle dont on parle un peu, mais pas assez. Eh bien, dans ce cas-là, mon droit, je l'ai toujours. Il peut même être inscrit dans la Constitution. Mais ça change rien. C'est-à-dire qu'il est abstrait. Ça nous fait une belle jambe d'avoir ce droit. Ouais. C'est de ça que je parle quand j'essaie de parler des conditions matérielles des droits. Qu'est-ce qui rend ce droit possible et effectif ? Et donc, il me semble très imprudent de tout miser sur le juridique, de tout miser sur les mentalités, parce que ça marche tant que le matériel tient. Mais si le matériel change, on ne sera plus dans le même monde. Voilà, donc miser sur le travail sur l'infrastructure matérielle. Et pour moi, ça veut dire aussi que les femmes qui s'intéressent à ce que seront les droits des femmes de demain, peut-être pas elles, leurs filles, leurs petites filles, oui, c'est une vraie démarche. Ça peut être une vraie démarche consciente de s'investir dans ces domaines qui vont compter pour équiper et outiller ce monde en transition pour que la transition ressemble le plus possible à la transition et le moins possible à un effondrement. Et que le bébé des droits des femmes ne soit pas jeté avec l'eau de la société thermo-industrielle qui a bien sûr plein de méfaits par ailleurs. Si je les ai notés, j'ai entre guillemets une phrase dans ton livre où tu cites tous les domaines dans lesquels tu invites les femmes à s'investir. Les manières de limiter le réchauffement climatique, l'adaptation des systèmes agricoles à un climat plus rude, les énergies alternatives, l'adaptation de l'industrie à la sobriété énergétique, la création de nouveaux antibiotiques et les moyens de contourner l'antibiorésistance, et sur les maladies émergentes. Et hélas, de nouveaux armements adaptés à un monde décarboné. Donc, et puis, c'est pas exhaustif. Non, c'est pas exhaustif, tu le précises. Et en fait, il faut s'investir là-dedans pour plusieurs raisons, selon toi. Ne pas laisser ses choix aux hommes. Déjà parce qu'ils pourraient simplement penser à eux égoïstement ou simplement être... Oui, pour schématiser. Il vaut mieux toujours être dans le cœur du réacteur pour espérer peser sur les priorités. Et se rendre indispensable. Aussi. Et se rendre indispensable, effectivement. Enfin, il y a aussi une troisième raison. C'est tout simplement qu'en travaillant sur ces domaines, on peut être assuré de contribuer à un monde plus vivable, qui sera aussi un monde où les droits seront davantage préservés. Mais ensuite, oui, tu as raison, donc peser sur les priorités et puis se rendre indispensable. C'est un peu un raisonnement en termes de coût-avantage. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça coûte pour la société de limiter l'implication des femmes dans la vie économique et sociale et de finalement les pousser vers une spécialisation dans ce rôle de... Qu'elle serait plus rentable à faire plus de mômes. Exactement. Est-ce que ça leur coûte de les confiner davantage dans l'espace domestique ou est-ce que ça leur coûte pas ? Et c'est vrai que si on travaille un bullshit job qui va de toute façon sauter dans le processus de transformation de la société, ça coûte pas grand-chose. Elle sera aussi utile à la cuisine et à la maison. En revanche, si elle a une compétence cruciale pour maintenir technique, la société, pour faire marcher ces choses-là, pour transmettre, c'est beaucoup plus coûteux. Donc,
Et d'ailleurs, j'ai l'impression, alors là, il faudrait faire plus d'enquêtes, mais il y a des enquêtes qui font penser à ça, qu'il y a des pays finalement très patriarcaux, très inégalitaires entre les hommes et les femmes, où il y a un peu de ce raisonnement qui s'observe à l'œuvre. C'est-à-dire des pays où les stéréotypes sont très forts. L'Arabie Saoudite, la Oui, Russie. c'est ça, l'Iran, la Russie un peu moins, mais les pays vraiment où les femmes ont un statut très inégalitaire, très inégal par rapport aux hommes, et ben c'est les pays souvent où les femmes s'investissent beaucoup dans des domaines techniques. Alors pas en prévision d'une crise écologique bien sûr, mais il y a des études de psychologie compréhensive qui essaient de rentrer dans les raisons et qui ont tendance à montrer que c'est aussi parce que ça leur confirme une compétence technique qui est, qui n'est pas discutable. Ce n'est pas... elle sait ou elle sait pas faire quelque chose de concret. Et dans ce cas-là, ça lui donne plus de poids dans l'accession à l'indépendance, dans l'accès à un métier. C'est une porte de sortie du foyer plus tangible et plus sûre que certains autres domaines. Donc je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, c'est plutôt la nécessité qui peut pousser vers ces transformations dans l'investissement des différents domaines, plutôt que juste la volonté ou juste l'intérêt pur. Et il y a une autre donnée matérielle qu'on a évoquée tout à l'heure, mais sur laquelle j'aimerais revenir, c'est la natalité. Puisque la nécessité d'avoir un taux d'enfants qui survit supérieur à 2 a été à l'origine du contrôle par les hommes sur les femmes, enfin de la domination des hommes sur les femmes. Est-ce que tu penses que la baisse de la natalité pourrait avoir... Est-ce que c'est un paradigme matériel nouveau d'avoir une natalité aussi basse? Pour rappel, on est à 1,7 en France, péniblement, et on sait que ça va baisser rapidement dans les prochaines années, et voire décennies, sauf si on change, mais comme on ne comprend pas exactement ce qui se passe... D'ailleurs, est-ce que l'émancipation des femmes et la baisse de la natalité sont corrélées selon toi, ou est-ce que c'est un facteur qui n'a rien à voir? Oui, selon moi, c'est corrélé. Ce n'est pas corrélé que à ça, mais clairement. Ne serait-ce que parce que la baisse de la natalité permet une plus grande émancipation. Et ensuite, il y a une boucle de rétroaction où le processus d'émancipation clairement pousse vers le fait d'avoir moins d'enfants. Parce que les femmes sont beaucoup moins nombreuses à vouloir passer beaucoup de temps dans leur vie à s'occuper de la procréation et à avoir un rôle distinct de celui des hommes. À mon avis, oui, bien sûr, c'est pas des phénomènes indépendants. Alors après, pour la question que tu poses sur l'implication de cette baisse de la natalité sur à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes et, je sais pas, la survie de nos sociétés, c'est vraiment une question pharaonique. C'est, je ne la touche que de biais dans le livre. J'ai un peu réfléchi par ailleurs, écrit un petit article là-dessus, etc. L'enfant du désir. Oui, l'enfant du désir à l'heure des catastrophes. Parce que l'enfant du désir, c'est l'article de Marcel Gauchet, et puis je rajoute à l'heure des catastrophes, parce qu'à mon avis, ça change un peu les données du problème. Mais c'est vraiment une question de très grande ampleur, parce que nos sociétés d'aujourd'hui sont on vient d'en parler, mais sont dans un contexte, dans une situation qui n'a pas grand-chose à voir avec les groupes humains, à la préhistoire, et même des sociétés agraires qui ont existé par la suite, ne serait-ce que du point de vue du nombre. Justement, les conséquences de la révolution industrielle ont tellement fait augmenter la population de la Terre qu'on en est arrivé à craindre la surpopulation comme l'une des principales menaces pour la stabilité, pour cette prospérité même, pour la survie même du genre humain. Même dans le rapport Meadows, la courbe de la population, elle fait partie des données. Est-ce qu'on va être trop nombreux pour pouvoir se nourrir ou pas? Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la natalité tombe beaucoup plus vite que ce qu'on avait prédit. Qu'est-ce que ça veut dire sur notre survie ensuite? Est-ce que les sociétés vont réagir comme elles avaient tendance à réagir globalement dans l'histoire, en produisant plus d'enfants pour ne pas disparaître? Est-ce que le fait qu'on soit tellement nombreux aujourd'hui et que ça ne soit pas dans l'esprit des gens corrélé avec la procréation individuelle, est-ce que ça va empêcher cette tendance-là? Là, en observant ce qui se passe dans nos sociétés, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une quelconque incitation possible
pour les individus qui vivent dans notre société très individualiste, très émancipée par certains égards, dans laquelle nous sommes, pour produire plus d'enfants juste parce que nous avons la menace de potentiels problèmes économiques demain. Non, ça risque pas de fonctionner. Ça ne risque pas de fonctionner. Mais ça n'empêche que certains dirigeants peuvent essayer. Oui, ils peuvent essayer, mais les politiques natalistes sont d'un effet très limité. Mais peut-être qu'elles vont peser sur les femmes sans avoir d'effet concret sur la natalité. Je ne sais pas si on peut penser... Est-ce que, par exemple, le recul du droit à l'avortement aux États-Unis pourrait être lié à cette inquiétude des dirigeants blancs sur la baisse de la natalité Ça peut très bien être lié à ça, bien entendu, et plus généralement avec l'idée d'un affaiblissement de la nation. Puis il y a des facteurs proprement religieux qui entrent en jeu du côté des conservateurs. C'est simplement que ça peut éventuellement ralentir la baisse de la natalité à la marge. À la marge, ça ne je peut pense que ça absolument aura pas. aucun effet. Voilà, ça peut avoir aucun effet. En revanche, ce qui, je pense, peut avoir un vrai effet sur la natalité, c'est pour le coup un gros changement, disons une catastrophe préalable. Passer par une catastrophe d'une grande diminution de la population, un peu ce qui est prévu dans les scénarios négatifs du rapport Meadows. Ouais. Si on passe par une phase de contraction de la population, là oui, on peut se retrouver dans des conditions où la natalité va repartir. Pas parce qu'il y aura forcément une politique nataliste, mais tout simplement parce que les conditions de vie seront telles qu'on sera de nouveau directement confronté à la nécessité d'avoir des enfants, chaque ménage pour soi, et les groupes humains les uns par rapport aux autres. Pour parler plus crûment, le fait d'être mangé par le groupe d'à côté va devenir beaucoup plus palpable, alors qu'aujourd'hui c'est très abstrait. Mais ça n'a pas l'air d'inquiéter les Sud-Coréens. Voilà, ça n'a pas l'air d'inquiéter les Sud-Coréens. Et puis les Sud-Coréens, quelque part, ont raison peut-être, parce qu'ils vivent dans une société où les esclaves énergétiques sont tellement présents qu'il y a aussi cette idée qu'ils peuvent remplacer partiellement la puissance humaine. Au Japon, en Corée, en Chine aussi, ils investissent beaucoup, par exemple, dans ce travail mécanique pour servir leur population vieillissante, en se disant que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus de personnes qui travaillent avec leurs bras pour que la société soit viable. Et c'est pas démontré jusqu'à aujourd'hui que ça ne soit pas viable, en fait. Je veux dire, le Japon est en crise depuis des décennies, mais il s'est pas effondré, ils sont pas... c'est un pays qui fonctionne quand même, malgré tout. Avec un taux de natalité très bas depuis un bon moment. Mais c'est à voir. En fait, on est à l'orée d'une période complètement nouvelle, parce que là aussi, il n'y a jamais eu d'exemple. Ouais, mais j'essaye de me servir de ton travail, parce que c'est quand même... La natalité est un déterminant matériel, et comme elle baisse, en vrai elle baisse, je veux dire, l'exemple sud-coréen montre qu'elle peut baisser jusqu'à 0,7, mais on n'a pas vraiment idée. Ils pensent peut-être qu'ils peuvent se remplacer avec des robots, mais à un moment, il y a une limite à ce... Oui, tout à fait. Il y a des gens qui parlent de pulsion de mort d'une société qui s'auto-élimine. Ouais, mais du coup, ce déterminant matériel aurait... pour moi, on va pas laisser la société s'auto-éliminer. Je veux dire, les gens qui dirigent à un moment vont vouloir repeupler enfin, je veux dire... Alors là, c'est la place libre pour l'imagination. On peut très bien imaginer de vraies révolutions conservatrices avec la mise en place de scénarios. Parce que je me demande si on n'est pas au début de ça. On m'a parlé de cette célèbre série La Servante écarlate, etc., qui quand même dans la trame de l'intrigue, c'est une société confrontée à la dénatalité galopante, à la stérilité généralisée, et donc qui s'organise pour tirer le meilleur parti de la fécondité restante. Oui, c'est possible. Disons que c'est pas du tout le même scénario que celui dont je parle dans mon livre concernant la crise des ressources et la crise climatique, qui elle ne prend pas la natalité d'aujourd'hui comme un facteur, lui, de changement. Elle regarde plutôt ce qui va arriver à la natalité si ces changements arrivent. Donc elle prend la natalité pas comme la variable causale, mais comme la variable... c'est un raisonnement qui enfin, je veux dire, tout ton raisonnement
s'appuie sur le fait qu'on va avoir un problème de ressources avant d'avoir un problème de naissance. Exactement. Non, tout à fait. Parce en fait, que ça introduit un paramètre complètement nouveau, complètement différent, qui n'avait pas été prévu par les démographes, ou pas à ce point, qui n'avait pas non plus, si je me souviens bien, c'était pas ces courbes-là. Pour le coup, là, il y a une vraie différence avec le rapport Meadows. Oui, c'est là. Parce que pour l'instant, les courbes de ce qui se passe et avec le rapport Meadows se télescopent. Mais alors, je sais pas très bien. Je sais qu'il y a un spécialiste qui m'a dit que je me trompais, qui a regardé l'interview avec Cyrus et qui m'a dit que je me trompais, mais j'ai pas très bien compris son explication, donc il va falloir recommencer. Oui. Mais si la natalité descend avant tout le reste, ça c'est plus du tout pareil. C'est plus des accidents. C'est d'un coup, il y a des villes qui meurent. En fait, le monde humain se rétracte petit à petit sur ses centres. Tout à fait. C'est-à-dire que la dénatalité peut conduire à une crise économique d'une telle ampleur que la crise climatique va sembler de la gnognotte à côté. Bah oui, puis surtout, on aura moins besoin de place. Enfin, je veux dire, s'il y a des villes qui sont... C'est pas grave, venez chez nous, nous on a plein de place aussi. Oui, non, mais tout à fait, ça change complètement les données du problème. C'est pour ça que c'est absolument passionnant. Et juste pour dire un mot là-dessus, c'est-à-dire qu'est-ce qui va arriver plus tôt ? Est-ce qu'on va réussir à infléchir les courbes ? Est-ce qu'on va faire repartir la natalité ? Moi, j'aurais tendance à croire que non. Moi, je ne pense pas qu'on va infléchir les courbes, à moins d'un changement de grande ampleur, c'est-à-dire, si on touche le fond, après, on pourrait repartir. Mais il ne me semble pas que dans la société telle qu'elle existe, il y ait des moyens concrets pour renverser la tendance. Parce qu'il me semble, tu me demandais tout à l'heure si je pense que c'est lié à l'émancipation, je pense que c'est lié au processus de maîtrise du processus procréatif. La maîtrise par les sociétés humaines de la procréation, à mon sens, conduit à une baisse drastique de la procréation. Et non pas seulement parce que, on veut se dégager du temps pour faire autre chose, on veut profiter, l'hédonisme, l'individualisme, etc., société de consommation. Il y a probablement de ça. Mais il me semble qu'il y a aussi un facteur, là pour le coup, je ne suis pas du tout dans les facteurs matériels, même si c'est une conséquence directe des changements matériels, la maîtrise de la contraception, de la procréation. Mais il me semble qu'il y a vraiment ici un aspect presque philosophique, en fait. La procréation n'a jamais été une affaire d'humains. Les humains n'étaient que des moyens dans ce processus. Et les nouveaux individus n'étaient pas considérés comme étant créés par leurs parents. On ne prenait pas la décision de créer de nouveaux êtres humains. On subissait un impératif global qui était social. Il fallait procréer, tout le monde devait procréer. Il était religieux, croissez, multipliez-vous. Il était pratique aussi, parce qu'il fallait que quelqu'un vous aide et que quelqu'un s'occupe de vous. Donc il y avait tout un ensemble de nécessités qui faisaient que les gens créer de nouveaux individus sans avoir l'impression d'en être les créateurs. Ils n'étaient pas leurs créateurs, ils étaient leurs gardiens. Et quand vous êtes juste le gardien d'un nouvel individu, votre responsabilité elle est assez limitée. Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas fait exprès, on va dire. Vous avez fait comme tout le monde, comme ça se fait. Et ensuite, vous pouvez l'élever du mieux possible, le soutenir, le former, y compris à la dure, parce que la vie est dure et tout le monde l'a subi, et moi je l'ai subi, et toi tu l'as subi à ton tour. Mais c'est pas ma faute si tu es là. Alors que quand c'est vous uniquement, depuis qu'on a complètement maîtrisé le processus reproductif, c'est Marcel Gauchet qui en parle très bien, ça change complètement les données anthropologiques dans lesquelles, les conditions anthropologiques de la reproduction. Qu'est-ce que c'est la reproduction pour les gens qui doivent décider maintenant en pleine conscience, en étant les seuls responsables de cet événement, de créer un nouvel individu par leur seul désir. Non pas parce qu'il faut, non pas parce qu'on doit, non pas parce que ça se fait tout seul, mais parce que je le décide. Et ça, c'est une très grande responsabilité, il faut y réfléchir 10 fois. Parce que c'est un peu faire le pari implicite que la vie de ce nouvel être va être meilleure que sa non-vie. Et est-ce qu'on en est sûr ? Et alors, ce que je pense, c'est que ça marchait assez bien tant qu'on était dans ces courbes ascendantes. On maîtrisait déjà pas mal, on savait comment ça se passait, on avait même la contraception, le droit à disposer de son corps. Mais quand même, la vie s'améliorait, les 30 glorieuses, tout ça. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, même la fin de l'histoire, la paix universelle, tout ça. Croissance infinie. Donc oui, mes enfants vivront mieux que moi. Et même, ils ont de la chance, parce qu'ils naissent au meilleur moment de l'histoire. Jamais nous n'avons été aussi bien, en fait. C'est génial. Donc, il y avait quand même une incitation optimiste à procréer. Mais alors, si vous avez à la fois la responsabilité que c'est vous seul qui créez vos enfants, et qu'en plus, vous commencez à vous dire, mais en fait, si ça se trouve, nous sommes parmi les dernières générations à avoir vécu ce mouvement ascendant, et demain sera peut-être pire qu'aujourd'hui,
Alors là, la responsabilité, elle devient vraiment écrasante. J'ai des amis qui se posent ce genre de questions. Mais c'est une vraie question, pour le coup. Mais il y en a d'autres qui le font, qui décident de ne pas faire d'enfants aussi par pur hédonisme. Oui, mais en fait, ça se conjugue. C'est-à-dire, à la fois, on vit dans l'hédonisme, donc on sait tout ce qu'on retire de bon de cette vie, finalement, pour en tout cas les classes cultivées, prospères, pour ceux qui ont de la chance, ceux qui ont de la chance agréable. Et on peut aussi se dire, ah ben zut, si c'est moins bien que moi, c'est vraiment pas la peine. Ouais, mais c'est du coup parce que moi j'étais totalement dans le paradigme mi-dose avant de voir ces chiffres qui me font... stimule énormément de mon imagination sur savoir à quoi ça va ressembler et comment est-ce qu'on va... parce que en France, c'est encore pire, parce qu'avec les retraites, c'est quand même... on va pouvoir changer de système de retraite, on va devoir changer de système, de toute façon, si on arrête de faire des enfants. D'ailleurs, c'est amusant quand même, cette rémanence ou permanence du besoin d'avoir des enfants... qu'on avait avant, 2 enfants pour nous nourrir et d'avoir des classes travailleuses pour financer nos retraites. Oui, c'est marrant comme ça se Mais ressent. disons que c'est pas... Moi, je pense pas que ce soit 2 perspectives qui s'excluent mutuellement. Parce qu'une crise économique liée à la raréfaction de la force de travail, elle n'est pas incompatible avec la dégradation de l'environnement et la crise des ressources. Parce que pour bien faire face au changement matériel, il faut aussi avoir une masse critique d'individus qui travaillent sur ces domaines. Et la masse critique d'individus qui travaillent sur ces domaines, c'est aussi une affaire de démographie. Donc en fait, ça peut aussi se nourrir mutuellement. C'est pas forcément parce qu'on devient moins nombreux que ça ira mieux. On abîmera peut-être moins l'environnement, mais ça sera un peu trop tard en fait, parce qu'il est déjà assez largement abîmé et les changements sont en cours. Donc... Ça peut aller de pair, mais ça rajoute quand même une espèce de... Mais ça rajoute une donnée nouvelle et à laquelle il faudrait que Meadows ou son successeur refasse la modélisation en intégrant ça au cœur du... Ouais, j'attends ça avec impatience, j'attends vraiment ça avec impatience, même de l'entendre en parler, parce que je pense qu'il est le premier surpris d'ailleurs, vu que pour l'instant tout son travail s'avérait... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à cette présentation ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà, je voudrais réinsister sur le fait que s'intéresser aux facteurs matériels me semble important et n'exclut pas de s'intéresser aux idées. Ne signifie pas qu'on ne leur accorde aucune importance. Mais qu'il ne faudrait pas mettre la charrue devant les bœufs. Voilà, les idées ont une force propre, mais les idées ne flottent pas en l'air et toute altération des conditions matérielles a un effet sur les idées qui sont disponibles et qui peuvent marcher. Non pas de façon mécanique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, en termes de périmètre. D'ailleurs, on me pose parfois la question sur ce qui se passe aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, et puis ailleurs aussi, des remises en cause des droits des femmes par des forces politiques qui arrivent au pouvoir. Et encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je trouve pas important ou impossible. Au contraire, une orientation conservatrice, une orientation religieuse peut très bien, à conditions matérielles données, égales, qui ne changent pas, modifier assez substantiellement les possibilités qui sont offertes aux femmes. À l'intérieur de ce périmètre, ça peut être meilleur, ça peut être moins bon. Mais si la structure matérielle se dégrade, qu'elle change, c'est tout le périmètre qui se déplace. Donc, je le dis dans le livre à un moment, on n'a plus que les mauvaises cartes en main. C'est-à-dire que là, il y a toute une palette de solutions de mieux-disant qui ne sera juste plus disponible. Donc c'est pour ça qu'il me semble que... Alors, c'est quelque chose qui est la base parce que c'est la condition. J'espère que ça vous aura intéressé. Merci beaucoup, Vera. Merci à toi. Et j'espère, si quelqu'un, une autrice féministe a envie d'en débattre avec Vera, on sera ravis d'accueillir ce débat. Avec plaisir. Parce que je pense que c'est simplement, que c'est vraiment un plus que tu as apporté avec ce rappel matérialiste bienvenu. Et que tu l'as fait dans l'intérêt des femmes. Et que je vois pas pourquoi on ne le dirait pas. Et puis on fait un appel à projet au nouveau Meadows. On fait un appel à projet aussi au nouveau Meadows pour incorporer cette nouvelle donnée sur la natalité qui nous obsède, qui nous intéresse, qui nous passionne. Salut. À bientôt.